Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je me présente, Myriam Achard, chef partenariat Nouveaux Médias et Relations publiques chez FI et coprésidente du conseil d'administration de XN Québec avec mon ami Hugues Sweeney. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment afin de reconnaître aujourd'hui que notre conférence est diffusée à partir de Tiohtià:ke, Montréal, et se déroule sur les terres autochtones non cédées de la Kanien'kehá:ka Nation Mohawk. Bienvenue à notre tout premier événement proposé par l'équipe de XN Québec et de son comité Équité et Inclusion. Nous programmerons sur une base régulière différents dîners-causeries qui se veulent très informels, organisés dans le but d'échanger, de conscientiser et d'outiller les studios dans l'adoption de meilleures pratiques en la matière. Cette série de dîners-causeries sera animée par Mahalia Verna. Laissez-moi vous la présenter en quelques mots. Donc, Mahalia est une productrice senior qui compile plus de 20 ans d'expérience au sein de plusieurs organisations. Elle a récemment rejoint ED-Film, un studio d'animation et de technologie basé à Montréal, à titre de directrice principale des opérations et de la stratégie. Dévouée à l'équité, l'inclusion et l'appartenance, ainsi qu'au soutien à la relève, Mahalia contribue à ces causes via de nombreux engagements et vient tout juste d'être nommée présidente du comité Équité et Inclusion de XN Québec, et nous en sommes vraiment très honorés. Mahalia, la parole est à toi. Merci beaucoup, Myriam. Merci, bonjour, bienvenue à vous tous. Merci d'être parmi nous pour ce premier événement. On espère que c'est un rendez-vous qui sera vraiment enrichissant pour vous en tant que membre des industries créatives. En passant, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat ou levez la main. Et Stéphanie Morin d'XN Québec, qui va s'occuper du chat, me fera signe. Alors, encore une fois, merci. Alors, aujourd'hui, je serai en conversation avec Diego Briceño, responsable du programme d'équité et d'inclusion au Fonds des médias du Canada. Je vais vous parler un petit peu je vais vous présenter Diego. Il est producteur de médias et consultant en diversité, équité et inclusion. Il a plus de 20 années d'expérience dans les industries du cinéma, de la télévision, des médias numériques au Canada, en Amérique latine et en Europe. Pardon. Il est, par l'intermédiaire de sa boîte de production, Kubia Media, il spécialise dans la coproduction de projets transmédia sur l'art, l'environnement et les dynamiques de pouvoir pour le marché international. Il est cofondateur de Maquila, une plateforme d'incubation médiatique à but non lucratif, et co-créateur du Cuban Hat, un concours de pitching présenté sur de nombreux marchés des médias à travers le monde. Il est également membre du conseil d'administration de la Fondation Alterciné et qui apporte du financement aux réalisateurs et réalisatrices de documentaires des pays du Sud. Et il est actuellement le responsable, comme j'ai dit auparavant, du programme d'équité et d'inclusion au Fonds des médias du Canada. Donc, bienvenue Diego. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai vraiment hâte qu'on discute parce que, bon, tout le monde a entendu les annonces par rapport aux nouveaux programmes, aux nouveaux fonds, en plus avec les annonces cette semaine du budget fédéral. Donc, il y a beaucoup de nouvelles autour de l'enjeu de l'équité et de l'inclusion. Mais avant que tu nous parles des programmes, on va mettre la table, hein? On va faire une mise en contexte. Donc, je te passe la parole pour nous inciter à passer à des questions de fond, hein, par rapport aux aspects de l'équité et l'inclusion. Tout à fait. Merci Mahalia, c'est un véritable plaisir d'être avec vous puis avec XN Québec aujourd'hui. Je mange un petit chocolat, c'est un dîner causerie, c'est ça qui reste de mon dîner. Et oui, bon appétit à tous. C'est ça, bon appétit à tout le monde. Oui, c'est ça, donc j'ai commencé dans mon poste en septembre 2020. Puis depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le Fonds des médias, dans l'écosystème médiatique canadien et on dirait dans le monde. Hein? Ça passe vite. Donc,
Voilà, je voulais commencer avec une proposition pour tout le monde. Dommage, c'est moi qui partage l'écran, donc je ne vois pas vraiment qui est dans la salle avec nous. J'ai comme tout est rempli de mon partage d'écran. Mais je voulais juste comme un avant-goût de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais quand même faire un petit sondage live avec tout le monde qui est présent pour un peu vous amener un peu dans notre état d'esprit, les questions et les défis qu'on se pose actuellement au moment de créer des nouveaux programmes, puis de créer des mesures incitatives ou des mesures de soulagement pour l'équité et l'inclusion au Canada. Donc, je passe tout de suite à un sondage. On va voir si ça marche. Voilà. Donc, peut-être si quelqu'un peut le partager aussi par les chats. Donc, voici, donc on travaille actuellement avec ces catégories des communautés racisées ou des communautés en général. C'est intéressant parce que, bon, on a eu des longues discussions juste pour arriver à cette liste de base qui n'est pas du tout définitive, non? C'est quelque chose qui bouge à chaque 6 mois, mais je voulais partager avec vous. Je sais que c'est un peu petit sur l'écran, mais si vous entrez donc à menti.com, puis vous rentrez cette code-là, vous serez, soit sur votre cellulaire ou sur votre portable, n'importe quoi, vous serez capable de remplir. Donc, je vous invite tout de suite à compléter à faire à rentrer vos réponses. Même les membres de Exen Québec, je vous invite tous à rentrer, puis après ça, ça va nous donner un point de départ pour discuter. Oui. Et en passant, Stéphanie a mis le lien dans le chat, donc vous pouvez aller directement cliquer sur le lien. Ouais. J'espère juste que ça marche bien. Oh, excuse-moi. Non, j'ai fait une gaffe. Voici. Ah, OK. Tu vas recevoir les résultats automatiquement, Diego? Oui, laisse-moi vérifier une petite seconde. OK. Je vais fermer les partages pour le moment. OK. Juste une seconde. Donc, mon Dieu, excuse-moi. Donc, est-ce que vous voyez, en tout cas, je commence à recevoir. Oui, voilà, ça commence à marcher. OK. Ça prend un petit moment, mais on commence à le recevoir. Je vais attendre une petite seconde. Donc, je vais partager encore une fois pour voir si ça... Je vais le partager encore pour vous dévoiler un peu où on est rendu actuellement. Oui. Mais gênez-vous pas, tout le monde qui est en ligne, je vois qu'il y en a plus de monde que de ceux qui ont répondu, mais gênez-vous pas. C'est pas c'est un exercice, c'est pas, il n'a pas de bonnes réponses, c'est vraiment juste... Oui, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble de comment nos participants aujourd'hui s'identifient et d'avoir les statistiques live. Est-ce que tu vois les résultats, Diego? Oui, on commence à voir les résultats. Est-ce que vous le voyez? En tout cas, je vais partager encore mon écran. Laisse-moi partager mon écran, excuse-moi. PowerPoint. Puis on fait partage. Oh, partage ici. Donc voilà, on est rendu ici. C'est bien. Et puis tout de suite après, je peux vous montrer. Donc c'est ça. Donc c'est un peu les catégories qu'on utilise. Excuse-moi, je n'ai pas encore partagé. Oui, c'est ça, je ne le vois pas encore à l'écran. The screen sharing has failed. Attends. Laisse-moi revenir. Excuse-moi. Ça dit que ça n'a pas marché. Est-ce que tu veux nous... Ah, voilà, je pense que ça arrive. Voilà. Ça marche. OK, excuse-moi. Donc, voilà, on est reçu là. Puis, donc, voilà, c'est représentatif. Après ça, on va passer à la prochaine. Donc, ici, donc, voici. Ah, ça, c'est super, tu vois, ça marche. C'est ça que je veux voir. Donc, les gens qui peuvent rentrer, donc, maximum 3 mots. Et quels mots qui vraiment vous identifient le plus? Pas nécessairement les mots qu'on a bien de voir avant, mais vraiment des choses sincères de vous. 3 mots sur votre identité ethno-culturelle, raciale,
régional, géographique que vous vraiment vous sentez que vous identifiez. OK, super. Donc voilà, c'était une introduction pour vraiment parler de quelque chose qu'on discute beaucoup au fond des médias, c'est comment arriver à un point juste pour approcher la question de l'identité. Donc, c'est ça l'enjeu principal quand on parle de racisme et des communautés racisées, que c'est un terme un peu chaud actuellement. Comment on arrive pour dépasser la catégorie raciale imposée, coloniale, qu'on a léguée depuis des siècles, puis on passe à un autre monde où on est vraiment plus exact, puis on s'approche vraiment d'une identité vraiment diverse et vraiment inclusive et qui permettent tout type d'expression. Évidemment, ici, on parle particulièrement des catégories des communautés racisées ou raciales, en guillemets, mais évidemment, on pourrait faire le même exercice pour d'autres types d'identités, bien sûr. Non? Donc, vraiment, ici, c'est vraiment pour vous mettre un peu dans les priorités qu'on a prises dans les 6 derniers mois au fond des médias. C'est bon? On veut passer à autre chose? Oui. Bon, oui, justement, Diego, comment est-ce que cet exercice, par exemple, là, est-ce que ça fait partie du processus que le FMC a pris en main pour en arriver à se poser des questions, disons, à l'interne par rapport à sa programmation et ses programmes et son processus de consultation avec les communautés ciblées? Très bonne question. Moi, je rentre en poste en septembre, puis ma première question est, OK, parfait, on va régler le problème des inéquités dans le système. Où sommes-nous rendus? Qu'est-ce qu'on sait du problème? À ma surprise, la surprise de tout le monde, on sait très peu. On savait, même au fond des médias, qui considérait quand même une place où on a quand même un département des veilles stratégiques, on a un département des données qui gère toutes les données, l'analytics. On n'avait aucune idée. Vraiment, sincèrement, on n'avait aucune idée de notre seuil de base. C'est où on est rendu actuellement, c'est quoi notre point de départ. On parle tous d'inéquité, d'exclusion, de racisme, mais on n'a pas un portrait clair. Donc, ça passe par une question qui est relativement simple et on dit tous, ah oui, ça prend la collecte des données, mais ça prend, pour faire cette collecte des données-là, ça prend une réflexion assez large sur c'est quoi la question, quand on dit communauté racisme et communauté ethnoculturelle, qu'est-ce qu'on veut dire? Puis j'avoue, même si entre nous, avec toi, Mahalia, dans le passé, c'est clair qu'on est imprégné dans cette question-là. Oui. Jusqu'à date, on avait très peu de discussions et vraiment une réflexion entre nous dans le secteur des médias. Évidemment, dans l'autre secteur, peut-être il y a d'autres avancements, mais dans notre secteur, on était un peu timide, surtout du côté francophone. Je dirais, dans le côté anglophone, il y avait de plus longs débats, des discussions, mais chez nous, je pense que la question traînait depuis longtemps. On savait tous qu'il y avait un problème, on savait que c'était grave, mais on avait la difficulté à les nommer. Puis maintenant, on est en train de bâtir les bases pour commencer à s'approcher. Un point avant de tout, c'est qu'on commence par où on utilise quel type de langage, quel type de terminologie, quel type de catégorie. Absolument. Et j'imagine qu'il y a eu après ce constat, il y a eu des consultations, j'imagine. Exact. Donc, je vais passer à la prochaine. C'est un très bon point pour continuer. C'est ça. Donc, je passe, excuse-moi. OK, ici. Donc, on a fait plusieurs, je pense qu'entre vous, on su qu'on a depuis qu'on est rentré, il avait une opportunité avec l'argent d'urgence lié à la COVID de donner certains montants d'argent autant à des compagnies de production appartenant à des personnes des communautés racisées et aussi une aide à certains organismes. Avec ça, on a profité pour faire un sondage qui est mené par Ipsos, donc c'était très bien mené, très sérieux. Puis, on a réussi quand même à faire quelque chose qui, selon Ipsos, ce n'est même pas un sondage, c'est un recensement, parce qu'on a eu quand même taux de réponse d'environ 92%. Donc, presque tout le monde a répondu à notre sondage. Pour avoir ce premier constat,
Je m'excuse pour les Français, mais pour l'anglais, excuse-moi, mais ça vient de sortir. C'est les résultats qu'on a reçus la semaine passée de tous ces sondages-là. Donc, vous avez une petite primeur ici sur la question de terminologie. Donc, vous voyez très bien ici comment il a une forte préférence. Encore là, c'est partout au pays, c'est canadienne, mais incluant évidemment une partie importante au Québec. Et on a posé la question de l'identité, puis vous voyez, 73% des gens préfèrent vraiment des termes spécifiques à leur culture, à leur identité, plutôt que des termes larges, des termes parapluies qu'on appelle des fois. Et ne sont pas les termes préférés. Tu vois, ils préfèrent de ne pas avoir du terme qu'avoir un terme général des communautés racisées. Avec le même questionnaire, on a passé, donc je vais passer à la prochaine. Donc, dans ces termes généralistes qu'on utilise malheureusement pour le mieux, pour le pire, et on a quand même eu ces réponses-là. C'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que les termes préfèrent? Je pense que le Québec se voit très bien ici, identifié. Le terme ethnoculturel est très fort utilisé chez nous pour dire la diversité ethnoculturelle. On assume nous-mêmes qu'on parle des communautés racisées, mais évidemment, il a un problème linguistique avec le terme ethnoculturel parce que, bon, c'est très ambigu dans le travail qu'on fait en nommant vraiment les causes des problèmes actuels du racisme. Mais c'est bien utilisé, surtout pour les communautés francophones. On voit aussi le terme donc BIPOC, c'est un terme assez moderne, assez nouveau, depuis 2-3 ans, qui sort. Chose intéressante, c'est beaucoup les nouvelles générations, donc c'est vraiment les gens qui sont moins de 35 ans qui ont une préférence pour ce terme-là, majoritairement. Les gens qui sont d'un certain âge, on a fait une réticence pour BIPOC en général. Person of color, c'est un terme très chaud actuellement aussi, très utilisé en anglais, et beaucoup de gens en français les traduisent. On a décidé de ne plus le traduire après consultation. Les gens au Québec et en français, personne de couleur, c'est un terme qui ne marche pas. Je pense qu'on est tous d'accord. Et puis, etc. En tout cas, je ne vais pas les lire tous. Visible Minority, évidemment, ça date, mais c'était dans le portrait depuis très, très, très longtemps parce que c'était vraiment, toutes les politiques, surtout au niveau fédéral, utilisaient ce terme. Donc, on est toujours un peu, surtout certaines générations, non? Oui, c'est ça. C'était, oui, il y a eu différents termes pour différentes générations et différents gouvernements. Donc, oui. Exact. Et puis voilà, donc, racialiser, les deux termes sont bons. Autant en anglais qu'en français, c'est au bas de l'échelle. Donc, je sais qu'on est en train d'avoir un peu de pushback, un peu de pourquoi on utilise ce terme-là, mais en tout cas, c'était réfléchi, on a discuté beaucoup, on a discuté avec les organismes, on a discuté avec la communauté, et puis même si c'est un terme relativement nouveau, les gens ne sont pas habitués. Je trouve de plus en plus que les francophones ont la difficulté à n'importe quel terme qui a la racine, race, racisme, racicé, diversité raciale. Tout ça, c'est vraiment très délicat en français, au Québec, puis en français en général. Mais quand même, on considère que racicé décrit de façon plus exacte les phénomènes. En tout cas, c'est une discussion, on pourrait peut-être faire 30 minutes sur ça, mais je voulais juste souligner ce point-là. Ouais. Donc, si je comprends bien, le terme que le FMC a choisi pour identifier ces communautés sous-racisées, c'est sous le terme racisé. C'est ce que tu veux dire, Diego? Exact. En tout cas, on va revoir l'année prochaine. Je pense on devait faire un choix. Puis bon, Tamara, ma collègue, en passant, j'ai oublié de mentionner, on est 2 personnes dans tous les dossiers équité et inclusion au Fonds des médias, Tamara Dawit. Et on a eu des discussions. Évidemment, pour moi, ça tombait le fardeau un peu du côté francophone. Et ben, écoute, en considérant les pour et les contre, on a trouvé que c'était quand même le terme qui est court. Communauté ethnoculturelle, ça prenait une explication supplémentaire. Ce n'est pas juste ethnoculturel, parce qu'on dirait, évidemment, le problème avec ethnoculturel, c'est que la communauté ukrainienne est ethnoculturelle, la communauté italienne est ethnoculturelle, pas pour dire qu'ils n'ont pas de problèmes eux-mêmes, mais ça diluait la question centrale, que c'était vraiment des communautés qui, historiquement, ont été étiquetées avec ces codes de race avec lesquels on vit actuellement toujours. Donc, c'était un peu la raison. Il a la littérature, il a des articles
il y a évidemment des gens qui ne sont pas contents avec les termes, même des personnes racisées qui n'aiment pas les termes racisés. C'est parfait, c'est pas parfait. Il n'y a aucune de ces mots-là qu'on voit sur l'écran qui est parfaite. C'est toutes des inventions humaines avec un piège. Chaque terme que vous prenez, il a un piège, je trouve. Mais est-ce que avec ces nouvelles initiatives, avec les programmes du FNC et avec cette terminologie qui a été choisie, est-ce qu'il y a une intention d'être réceptif au retour des membres des communautés ciblées par rapport à cette question-là, au courant je veux dire, par rapport à comme l'évolution de cette programmation et les consultations, est-ce qu'il va on va porter attention à cela, à cet aspect-là? Tout à fait. Et la consultation, c'est une des choses que je suis surpris comme personne qui arrive, un nouveau arrivant au fond des médias. Ça fait, comme je dis, depuis septembre seulement. Il y a quand même une philosophie des consultations vraiment au cœur, dans l'ADN du fond des médias. Je pense que les organismes sont peut-être plus interpellés souvent parce que bon, c'est beaucoup Exen Québec, d'autres organismes d'ici et du reste du Canada qui sont très actifs à ça. Mais à chaque année, le Fonds des médias fait des consultations. Actuellement, donc, ma collègue Tamara et moi-même, on va continuer sans doute des consultations. On a fait une emphase sur les communautés racisées, mais ça n'empêche pas qu'on va évidemment consulter d'autres communautés dans l'avenir approché. Puis ça va donner, je pense, donner plus de nuances à chaque fois. Même quand on consulte avec d'autres communautés, je trouve que tout ça nous a un écho, même sur les idées qu'on avait avant. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on est dans un moment, comme je dis, au Québec, au Canada, dans le monde, où les pièces bougent rapidement, surtout dans cet univers d'équité inclusion. Donc, je pense qu'il faut rester attentif, puis passer pas prendre les termes comme des trucs absolus. Tu vois, vraiment, je trouve qu'il faut faire la part des choses. C'est quand même, c'est une évolution, comme je dis, c'est des termes inventés, comme tout mot, comme tout terme inventé dans un contexte, dans une époque. Et puis, il faut juste commencer à penser vers l'avenir. Comment on s'est défait, parce que l'ironie de tout ça, c'est qu'on veut se défaire de ces termes-là pour arriver à un monde qui est vraiment inclusif, purement inclusif, où on n'a pas besoin de même nommer ces termes-là, mais pour l'instant, on a besoin. Ouais, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une intention envers l'écoute et la collaboration, ce qui est bien. Donc, le plus que possible, je dirais que c'est clair que ça bouge très vite, malheureusement. J'ai parlé avec beaucoup de collègues, peut-être des personnes qui sont aujourd'hui ici. Certains diraient, OK, on va faire une étude approfondie avec des académiciens, puis on va vraiment passer 6 mois à vraiment étudier les termes. À mon avis, il faut quand même agir, puis écouter, puis être vraiment en ouverture d'esprit constant. Donc, si quelqu'un va nous convaincre que c'est mieux d'utiliser un mot qui n'est même pas là, c'est pas complètement... Je suis ouverte, je suis vraiment attentif. Puis c'est ça, je pense, au moins de notre point de vue, Tamara et moi, je pense qu'on est très, très à l'écoute pour s'adapter à ce qui va arriver. Excellent. Donc là, je pense tu vas pouvoir nous parler de ces fameux nouveaux programmes. Un peu, oui, c'est ça. On va quand même, gênez-vous pas, malheureusement, comme je dis, je suis en partage d'écran, donc je ne vois pas les chats, tout ça, c'est vraiment complexe parce que j'ai mon suivi de mon présentation. Mais gênez-vous pas, peut-être, Mahalia, tu peux partager les questions des gens. Si jamais il y a des questions dans le chat, on peut quand même les prendre à fur et à mesure, idéalement avec les sujets qu'on touche. Oui. Ouais. Puis on va regarder peut-être un moment à la fin, j'imagine, si jamais il y a d'autres questions. Mais je continue, donc j'avance. Oui. Si jamais tu me diras s'il y a des questions. Ouais, vas-y. Donc voilà, donc on va passer à les nouveaux programmes. Donc il y a un nouveau programme pour la communauté d'Exen Québec, c'est peut-être pas le principal, mais quand même, je pense que c'est quand même un fonds convergent, donc qui touche autant la télé que des compléments numériques au projet. Donc c'est vraiment la priorité qui a été donnée dans le système un peu, ça vient aussi, c'est complexe, non? C'est le financement fédéral, c'est les contextes, c'est aussi les groupes qui ont posé leurs demandes, les associations, les différents organismes, les consultations. Donc voilà, ça a donné à créer ce programme de
PPCR, PPRC en anglais, donc programme, voilà le titre. Comme je dis, Racisser, c'est là. Donc, Oui. à voir si l'année prochaine on l'appelle autre chose, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a décidé. Ça se traduit bien, c'est ça une chose que j'aime bien, ça se traduit en anglais, en français, sinon on dirait Black and Person of Color, et puis après ça, on doit traduire afro-descendante et autre chose, puis en tout cas, je dis racisser, c'est court, c'est bref, c'est direct. Et voilà, donc on est très content aussi d'annoncer évidemment que ça vient d'être approuvé avant-hier avec les budgets fédéraux. Donc, on a l'argent. On avait lancé le programme sans la certitude qu'on avait vraiment l'argent. On avait confiance parce que quand même, ça fait longtemps on avait poussé très fort. On a fait un dossier énorme pour convaincre les Patrimoine Canada, puis donc pour communiquer avec les gouvernements fédéraux. Puis donc, on a lancé le 1er avril, puis juste il y a 2 jours, ça a été confirmé qu'on a l'argent pendant 3 ans pour des mesures pour les communautés, pas juste racisées, mais vraiment pour toutes les communautés sous-représentées qu'on va toucher avec différents programmes. Bon, mais ça tombe à point et on se parle au bon moment, Diego. Phew, sinon on dirait oui, on a 10 millions, mais pas certain, mais en tout cas. Donc, je vais passer ça, j'ai essayé de faire ça très résumé, donc one slide show. Donc, je passe vraiment à une synopsis extrême que j'ai fait avec des chiffres et une petite explication à côté de ces nouveaux fonds et ces nouveaux programmes, excuse-moi. Et donc, voilà, c'est 10,5 millions de dollars pour cette année-là, l'année fiscale qui commençait en avril, en 1er avril. Mais plus à venir, dans le sens qu'on était, comme vous avez peut-être vu dans les nouvelles, ou pas peut-être pas dans les nouvelles, parce que bon, le financement pour les fonds de médias, c'est pas pour les grands journaux, mais quand même, donc les fonds de médias, ça fait approuver 60 millions de dollars pour les 3 prochaines années, donc 20 millions de dollars par année pour différents programmes pour s'attaquer à l'équité et l'inclusion. Donc, c'est des très bonnes nouvelles pour nous. On n'avait aucune idée si ça passait ou non. Et puis voilà, donc ça veut dire un peu plus à venir, dans le sens que peut-être ça va nous permettre aussi de bonifier d'autres programmes, de créer un autre programme, des différentes choses qu'on pourrait faire. Et évidemment, la recherche, différentes choses qu'on aimerait bien continuer à faire avec cet argent-là. Et voilà, 51%. C'était une longue discussion, c'est complexe toujours, mais c'est un des critères de sélection pour ce programme-là. Donc, c'est pour des entreprises qui appartiennent majoritairement à des personnes des communautés racisées. Et majoritaire veut dire 51% et plus, évidemment. Ça aussi, ça oblige que l'actionnaire majoritaire est aussi une personne racisée, parce que c'est pas juste qu'une personne non racisée à 49%, puis 5 qui ont les restes 50%. C'est vraiment, il faut s'assurer que la personne qui a l'actionnaire principal, puis aussi la personne qui tient un peu les rênes de la production, qui est vraiment la personne qui décide, soit une personne des communautés racisées. Donc, lorsque tu parles de la production, tu parles de la propriété intellectuelle, que la personne issue des communautés racisées doit être majoritaire dans la compagnie et dans la propriété intellectuelle en tant que telle, qui va être soumise au programme? Exact. Majoritaire, ça ne veut pas dire 100%. Évidemment, on s'attend qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être à 100%, c'est bien. Mais on laisse quand même la chance d'avoir des partenariats avec des personnes qui ne viennent pas des communautés racisées. OK. 51%. Et on n'a pas encore donc une mesure pour l'équipe clé. Je veux juste l'annoncer, les personnels clés. On voulait le faire, mais c'est pour ça que je fais un peu cette introduction-là. On est en train de bâtir quelque chose pour vraiment récolter cette information d'une façon légale et juste. Donc, l'information sur l'identité des équipes techniques. Jusqu'à présent, beaucoup nous-mêmes, les fonds des médias et d'autres organismes ont demandé aux producteurs d'identifier les membres de son propre équipe. C'est pas nécessairement kosher. C'est pas surtout, quand on parle aussi de diversité des genres, d'autres types de diversité, et ça peut devenir délicat. Donc maintenant, on est en train de bâtir un système qui permettrait éventuellement, évidemment, aussi de savoir les équipes, puis s'assurer que les équipes clés ou les personnes créatives ou même vraiment les chefs de production soient identifiés comme individus. Donc ça va venir, mais pas pour cette année-là, pas pour l'instant. On va peut-être faire des programmes pilotes. On est en train de tester différentes idées, mais c'est là qu'on est rendu. Parce que si je comprends bien, par rapport à cette question
là, il faut vraiment que le membre de l'équipe, le membre de la production s'auto-identifie. Hein. Ouais. C'est ça l'enjeu qui rend ça Mais délicat. l'éligibilité, ça passe pour l'instant seulement pour la propriété de l'entreprise et pas pour l'équipe. On souhaitait le faire, mais c'était plus complexe même au niveau légal et technique. Ça va arriver, je pense. C'est vraiment notre souhait de vraiment voir aussi l'ensemble de l'équipe clé de création et de production. Mais on n'est pas rendu là. Un peu comme la parité, tu vois, la parité à ça, les 40% et plus des membres. Pour l'instant, on n'en a rien comme ça. Par contre, on demande, c'est important de voir les lignes directrices, un statement, donc une déclaration du producteur ou productrice où cette personne doit déclarer, bon, les personnes qui vont remplir la demande, doivent déclarer comment les projets bénéficient les communautés, comment, c'est quoi le traitement, l'approche, comment s'identifie l'équipe vis-à-vis les sujets, vis-à-vis différents niveaux, s'assurer vraiment que ce soit des projets qui suivent un minimum des bonnes pratiques vis-à-vis les communautés, vis-à-vis les publics, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment une déclaration qui va être jugée par les jurys. On continue? Oui, vas-y. OK, donc de cet argent-là, il y a 10% qui est réservé au développement et développement. Et c'est toujours des mesures, la plupart, c'est des mesures automatiques, donc c'est premier arrivé, premier servi. C'est toujours un débat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement heureux avec ce système-là de premier arrivé, premier servi. On a entendu beaucoup ça dans les consultations, mais pour l'instant, la logistique, j'avais sous-estimé en tant que producteur avant de voir ça, la logistique qui implique vraiment la manutention et la gestion des programmes. Je vois un peu pourquoi ça a été dessiné comme ça, pas pour dire que c'est la meilleure façon, mais c'est la réalité des choses. Donc, faire beaucoup attention à tout le monde et la date pour tout ce qui est développement, pré-développement, parce que premier arrivé, premier servi, mais quand même, tout cet argent-là va être alloué à des projets, des communautés, qui appartiennent à des compagnies, des personnes membres de la communauté sur-représentative. Pourquoi on a besoin des mots raccourcis? Oui. PPRC. Mais écoute, Diego, on va se le dire là, toi et moi, on le sait là, le processus de dépôt au Fonds des médias, c'est de dur labeur, hein? Qu'on soit racisé, non racisé, là. Alors, même avec ce projet pilote, est-ce qu'il va y avoir un accompagnement, un soutien? Parce que c'est pas donné à toutes les boîtes, hein, surtout dans les industries créatives, là, c'est des petites boîtes, là. Les gens portent 4, 5, 6 chapeaux, là. Donc là, maintenant, avec la clientèle qui est ciblée pour ces programmes pilotes-là, est-ce que le FMC prend ça en ligne de compte que, bon, c'est tout un processus. Alors, est-ce que toi et Tamara, vous êtes les personnes dédiées à offrir ce soutien-là en amont pour ces dépôts? C'est une très bonne question. Et on est là de façon générale, dans le sens, pour les grandes lignes, ce n'est pas à nous de regarder un projet spécifiquement. Donc, si vous avez une demande spécifique, vous avez, oui, j'ai cette personne-là, mais pas cette personne-là, bien, je manque ces deux commandes-là. Tamara et moi, nous ne sommes pas les personnes adéquates. On n'est pas dans le fameux dialogue, tu vois, le système de récolte des projets. On n'est pas derrière ce système-là. Il y a des personnes qui sont là à temps plein à Téléfilm. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est que je travaille étroitement avec notre équipe de Téléfilm. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va suivre une formation. Comme tu sais bien, on ne va pas régler les problèmes. Tu vois, le système est quand même un peu déjà fait pour les personnes qui sont dans le système. C'est ça la réalité. Je ne veux pas cacher la réalité. C'est que vraiment, les gens qui ont déjà fait 2-3 dépôts, ça devient de plus en plus facile, surtout s'ils ont eu du succès. Et pour les gens qui arrivent pour la première fois ou qui ont jamais eu, qui ont essayé puis n'ont jamais eu, ça reste un système obscur, dense, très légal, dans le sens que vous lisez nos lignes directrices, c'est lourd à la tête. Là, c'est pas donné de lire et comprendre tout ce qui est dit là, mais on va faire notre mieux. On prépare des webinaires
dans le mois de mai, je vous annoncerai à travers mes XN Québec, je ferai part des dates exactes pour spécifiquement vraiment des séances dédiées en anglais et en français pour décortiquer pas par pas les dépôts. Donc, on va voir ça. Puis, les gens sont là. Si vous avez quand même des problèmes à arriver à trouver des personnes dans le système pour vous aider, c'est là que je peux vous aider. De regarder une personne qui est mal prise, puis je peux faire un peu d'intermédiaire quand c'est vraiment un cas où ça porte ça. Quand même, il faut essayer, il faut appeler, il faut écrire au courriel qui est là quand vous voulez. Tout est écrit dans les lignes directrices. Donc voilà, on va faire notre mieux. Mais une chose que je voulais ajouter à ça, Mahalia, avec ta question, je pense que c'est important, je pense pour les producteurs et productrices qui sont déjà dans le système, non racisés, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont déjà peut-être eu plusieurs projets déclenchés avec les fonds des médias. Moi, je vous encourage d'aider ces gens-là, ces nouveaux producteurs, productrices. On a une pénurie énorme de producteurs, productrices issus des communautés, surtout en français. On est vraiment... j'avais fait, par exemple, une statistique quand je suis arrivé au fonds des médias pour la première aide qu'on a reçue COVID, qui retraçait les 3 dernières années des compagnies. Oui. Dans le marché francophone, on a seulement 1,9% des entreprises qui appartenaient à des personnes racisées. Donc, 1,9%, on est loin de tous les critères de n'importe quoi. C'est vraiment, on est vraiment en retard. Les côtés anglophones vont un peu mieux, plus dans le 9%. Mais l'écart était énorme. Donc, je veux vraiment passer le message, pas juste aux personnes racisées, mais aussi à nos alliés dans l'industrie, les Québécois et Québécoises, de nous aider. Je pense que ces producteurs et productrices, ces créateurs ont besoin de votre aide aussi. Vous connaissez le système, vous connaissez un peu surtout, évidemment, pour ça, on a besoin éventuellement d'une licence télé. C'est un de mes points, mais ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes d'arriver là. Donc, je pense que c'est très important de passer ces messages-là. Oui, absolument, je suis d'accord, Diego. Puis justement, c'est ça l'intention par rapport au comité d'équité et d'inclusion d'XN Québec et les efforts d'XN Québec. XN Québec est très dans l'action. Donc, justement, le fait qu'on ait ce genre de rencontre-là, c'est vraiment pour éduquer et outiller tout le monde et aider à créer des ponts, justement, pour qu'il y ait cette ouverture et cette collaboration pour mieux refléter les récits de nos communautés. Donc, oui, je suis d'accord avec toi que vraiment, c'est l'opportunité de prendre acte par rapport à ça pour tous, pour les alliés des communautés ciblées. Oui, alors continue. Continuons rapidement. C'est ce qui reste, c'est très standard. Je veux juste souligner 15%, c'est le minimum qui est requis, donc qui est confirmé déjà dans le projet pour rentrer pour faire une demande en production. Donc, 15%, c'est aussi un chiffre très, très important à tenir en compte. Ça ne peut pas être une prête, ça ne peut pas être votre propre réinvestissement. C'est vraiment, ça prend une 15% qui vient d'un tiers, donc vraiment d'un autre partenaire. Ça peut faire partie de votre licence télé, évidemment, mais ça peut être aussi un autre financement, un autre fonds, etc. Et je voulais quand même mettre le seuil des financements, donc 750 000 pour les dramatiques et l'animation, ou 60% du budget, celle qui est le plus basse, je pense. Oui, c'est ça. Celle qui arrive en premier, en tout cas, je l'ai écouté. Oui, c'est ça. En tout cas, vous comprenez. Sinon, ils sont dans le système. Basiquement, soit c'est le 60% ou maximum, c'est ça, c'est soit les 60% du budget ou au maximum des 750 000 dollars. Pour documentaire, enfants en variété, enfants, ça veut dire enfants en jeunesse, donc 550 000 dollars, c'est ça la limite, ou 60% du budget. Truc vraiment spécial, donc zéro, donc tu n'as pas besoin d'une licence télé pour appliquer au fond. La date limite, c'est en juin, mi-juin, excuse-moi, j'ai plein de mémoire, je pense 14 juin. Regardez sur le site web du Fonds de médias. Donc, vous avez le droit, si vous avez déjà le 15% dans votre budget, vous avez le droit de déposer 100 télé confirmées. Mais évidemment, il faut comprendre que les jurys vont analyser le dossier en regardant la capacité potentielle du projet d'aller toucher une télé. Donc, même si vous n'avez pas une télé, je vous conseille quand même fortement d'analyser vraiment votre stratégie de mise en
pas mises en marché, mais bon, des mises en recherche de votre licence, ça doit être réaliste, que vous serez capable de trouver votre licence. OK, donc toi, tu veux dire que malgré le fait que ça ne va pas être requis pour le dépôt, le jury espère que ça sera identifié dans le plan de commercialisation. Plus que ça, non, plus que ça, excuse-moi, j'ai peut-être pas mal exprimé. Ouais. Pour recevoir l'argent, vous devez trouver une licence télé et vous avez jusqu'à 6 mois pour les trouver. Donc, c'est quand même un peu un cadeau empoisonné des fois, mais je trouve que c'est quand même un encouragement. Une chose importante pour ceux qui travaillent en télé, c'est très important de savoir que ça vient aussi avec des changements dans l'enveloppe des rendements, pour ceux qui connaissent un peu ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans le sens que les télévisions auront donc une incitative de prendre vos projets. Ils ont un seuil minimal des projets qui viennent des projets divers. Quand on parle cette année en gros guillemets, beaucoup de gens n'ont pas trop ça, mais bon, les vrais termes, c'est des communautés reflétant la diversité. Ça veut dire des projets des communautés autochtones puis des communautés racisées. Et ces télés vont avoir un encouragement, donc une potentielle bonification, une amélioration de leur enveloppe pour l'année suivante. Okay? Il y a une incitative déjà dans la télé. Donc, qu'est-ce qu'on encourage les gens de dire? C'est savoir ça et dire, regarde, je suis capable de chercher cet argent-là, mais en plus, la télé peut aller bonifier, puis eux, ils vont être gagnants à long terme avec ça. Donc, l'approche, c'est vraiment yin et yang, s'assurer que les télés aussi ont un attrait, un intérêt à soutenir les producteurs, productrices. OK. OK, c'est bien. OK. En passant, merci Jenny. Jenny a mis le lien pour l'information sur le site du CMF, ainsi que la date limite, qui est le 17 juin. Donc, j'invite les participants à regarder. Voilà, 17 juin. Merci. Ouais. OK, on va continuer, OK? Sinon, on va passer ici devant le même écran, c'est un peu plate. On va juste faire... Donc, voilà, volet expérimental, j'imagine que c'est pour beaucoup de personnes qui sont des clients ou des membres d'Excen Québec. Et je l'ai gardé pour rappeler parce que ce n'est pas énorme. Tu vois, on a des petites mesures, des petits changements plutôt que vraiment... Il n'y a pas un nouveau programme, c'est vraiment des mesures à l'intérieur des programmes existants. OK. Mais je trouve que j'encourage aussi les gens qui sont en numérique, surtout les personnes des communautés sous-représentées. Je parle, oui, les communautés racisées, les communautés autochtones, mais aussi les communautés de diversité des genres, les personnes ayant des handicaps, etc. Toutes les communautés qui se sentent un peu dans cette catégorie-là des sous-représentés ou en quête d'équité, en tout cas, il y a beaucoup de termes qu'on utilise. De quand même se mobiliser. C'est un bon moment dans le système en général, dans l'industrie, de se mobiliser, de faire des demandes, de se rallier à une association comme Exen Québec ou autre pour faire vraiment sentir votre voix. Parce que vraiment, on est en pleine transformation avec la nouvelle loi C10 qui est au Parlement. Il a des effets, des répercussions un peu partout dans le système qui va impliquer beaucoup de changements dans une époque où la sensibilité pour l'équité et l'inclusion est vraiment à un niveau assez important, comme vous avez vu dans les médias et comme on sent à gauche à droite dans notre société. Donc, je pense que c'est important comme message. Mais je passe tout de suite donc à l'information. Donc, la liste est plus restreinte, mais quand même quelques points. Donc, toujours, bon, ça c'est juste pour montrer l'argent qui n'est pas énorme. Tu vois, sur un budget de 360 millions de dollars du Fonds des médias, il y a 14 millions qui est alloué pour la langue, pour des projets en français. Une chose intéressante, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dans l'expérimental, dans le sens dans l'industrie des jeux, l'industrie des XR, applications, vraiment les clients d'Exen Québec. Des fois, c'est ne rend pas compte qu'il a un avantage de déposer vos projets en français. Il est à 14, et 14, ça veut dire c'est un tiers du budget total qui est alloué pour l'expérimental. Et puis, je dirais tout de suite, les pays n'est pas un tiers francophone, le pays Canada, je veux dire, et pas un tiers francophone. Donc, il a un petit avantage quand même à déposer le projet. Donc, c'est une petite astuce. J'ai appris moi-même. J'avais déposé plusieurs fois au Fonds des médias. Puis, des fois, j'ai déposé en anglais parce que j'ai un partenaire anglophone, des fois un autre. J'ai
je ne savais même pas que c'était aussi important puis aussi rigoureux à l'intérieur du système. Dans le sens que quand il a, par exemple, juste pour vous donner une idée, quand il a un tiers du tiers, au moment que tu as déjà comblé les 2 tiers des projets anglophones, il arrête les projets anglophones puis laisse arriver les restants des projets francophones. Donc, c'est très intéressant de savoir cette petite astuce pour tout le monde. Et donc, voilà, la grande nouvelle, ce n'est pas énorme, mais quand même, c'est quelque chose, un début. J'espère que ce n'est pas la fin. Et donc, on a réservé 25% du budget en conceptualisation pour des communautés, gros guillemets, diverses. Donc, communautés reflétant la diversité, c'est ça que vous allez lire dans les lignes directrices. Donc, c'est notamment les communautés autochtones puis les communautés racisées pour cette année. Pourquoi on utilise diverses? C'est un peu, on est un peu tanné de ce mot-là, puis c'est un peu un parapluie qui est un peu vieux, non, Mahalia? Depuis longtemps qu'on parle de diversité sans beaucoup de changements. Mais par contre, c'est ça, on a créé on emprunte, on s'approprie, disons, de meilleure manière, ce vieux terme pour créer un grand parapluie qu'on souhaite éventuellement nourrir ou cohabiter avec d'autres communautés diverses ou qui cherchent l'équité dans le pays. Donc, c'est pour ça qu'on gardait ce terme-là qui est très, très général, mais qui nous permettrait éventuellement d'ajouter d'autres communautés qui seraient à la recherche. Mais bon, là, donc 25% est alloué aux communautés, à cette communauté diverse. Et comment ça marche? La même chose. Donc, s'il y a des projets qui ne sont pas des communautés qui arrivent, ils vont arrêter jusqu'au moment qui nous permettent d'avoir au moins 25%. Comme je dis, c'est un minimum, c'est un seul minimum. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir plus que ça. D'ailleurs, par exemple, l'année passée, certains programmes, par exemple, qui avaient ce programme-là aussi un montant réservé, un pourcentage réservé pour les productions régionales. Puis c'est un peu la même chose qui est arrivée, mais en fait, régional a surpassé Régional, c'est 40% en passant. Ils ont surpassé les 40%, donc ça peut arriver aussi facilement de surpasser cette seuil de base. Le seuil de 25%, là, dont tu Voilà, c'est ça. Okay. J'espère. On va faire notre mieux, non? Toi et moi, on va pousser nos amis, nos collègues à vraiment profiter. C'est un fonds, quand même, les fonds de conceptualisation, c'est premier arrivé, premier servi. Encore là, la date est très importante de vraiment déposer vos projets les jours même. Il y a un seuil minimal, il y a un minimum d'un tiers d'investissement, mais les règles sont plus souples qu'en convergent. Mais on n'a pas évidemment une trigger, on n'a pas un déclencheur, une licence qui se ressemble dans le volet expérimental. Donc, c'est un avantage. Puis finalement, 2 points. Donc, ça, c'est pour tous les programmes. En fait, je l'ai mis ici pour faire un peu... C'est ça. Donc, 2 points supplémentaires. Donc, dans la grille d'évaluation, dans l'équipe, dans la section équipe, il y aurait donc 2 points supplémentaires encore là pour les entreprises ou les compagnies appartenantes majoritairement des personnes, des communautés diverses et racistes, excuse-moi, donc reflétant la diversité. Oui. Un peu comme on a fait avec les programmes de parité. Donc, maintenant, tu peux voir, donc maintenant, c'est rendu qu'on peut avoir 2 points en parité, puis on peut accumuler, ils sont accumulatifs. Donc, si c'est une moisson de production qui appartient majoritairement aux personnes racisées, puis en plus de ça, 40% en plus de l'équipe est des femmes, il aurait donc automatiquement 4 points supplémentaires dans la grille d'évaluation, qui c'est intéressant. OK. Ah, mon Dieu, on court, hein? C'est quelque chose. On a juste 10 minutes, mon Dieu, OK. Mais je veux juste finir ça, parce que j'aimerais quand même finir avec une petite une discussion avec toi quand même. Oui, j'ai une couple de questions, mais j'imagine, j'espère. C'est ça qu'on est en co-série ici, puis les temps coulent vite. Et sélection du jury, donc je vais vous dire que c'est un peu un de mes dossiers à moi. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous savez décider, c'est pas évident, en tout cas. J'avais sous-estimé la complexité. Les fonds de médias, ça a mis une barre assez haute, dans le sens qu'on cherche des jurys qui ne sont pas des productrices, producteurs, qui ne sont pas des gens actifs nécessairement, qui peuvent être en conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts. Et puis, comme tu sais bien, Mahalia, notre communauté, par exemple, francophone, québécois, racisés, on est tous des potes, on se croise, on se connaît assez bien. Oui. Ça rend la tâche de trouver un jury qui est à ce niveau-là indépendante, une tâche difficile. Oui. Au début, j'avais la résistance. Je dis, mais voyons, c'est le peer review, les conseils des arts font ça bien, même la SODEC fait la même chose.
Je trouve que, en tout cas, pour l'instant, on ne va pas changer ça. C'est le type de choses, de batailles qu'on verra plus tard. Je prends mes batailles une à la fois. Mais je comprends aussi, les fonds des médias ont un volet quand même assez plus commercial, une pensée plus commerciale que d'autres. Oui. C'est mon interprétation, hein. Je ne veux pas dire que c'est écrit nulle part comme ça, mais c'est un peu ma propre façon de voir les choses. Donc, il a une certaine notion de propriété intellectuelle assez importante pour les fonds des médias. Donc il a comme ils sont soucieux, je pense, de s'assurer qu'il n'a pas un peu de... Moi, j'ai fait beaucoup de confiance, j'étais jury, toi aussi, Mahalia, on était jury, je pense qu'on peut faire des choses bien, mais je comprends un peu quand on est plus en volet plus commercial, qu'on craint que d'autres producteurs vont voir nos idées, vont faire un peu la concurrence déloyale. Et je ne veux pas dire voler des idées, mais toi, quand même, être exposé à les idées de nos concurrents, c'est un peu plus explicite dans cet environnement-là. Mm. En tout cas, c'est un peu ma façon de voir comment j'accepte la situation actuelle, mais je te dis tout de suite, c'est difficile de trouver des jurys, mais je travaille ça à temps plein actuellement. C'est ça justement, Diego. Pour toi et pour Tamara, écoute, c'est bien là, c'est bien qu'il y ait ces projets de pilote, c'est bien que le fonds s'est posé des questions, a consulté les communautés ciblées et tout pour mettre ça en chantier, ces programmes-là. Mais là, ma question, c'est, OK, mais non seulement par rapport au jury, mais pour recevoir les candidatures souhaitées, comment est-ce que vous, non seulement passez le mot, mais comment est-ce que, et non seulement passer le mot, non seulement soutenir ceux qui vont tenter leur chance à travers le processus, mais pour justement élargir ce bassin dont on parle, non seulement du côté du côté créatif, mais aussi du côté des jurys. Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport à ça? Bon, c'est sûr que sur le terrain, il y a plusieurs organismes qui poussent pour qu'il y ait plus de dialogue par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu dirais à justement nos participants qui sont comme, OK, c'est bien beau, mais je fais quoi pour trouver des projets, tisser des liens, qu'est-ce que je fais pour convaincre quelqu'un peut-être que je pense qu'il a le potentiel pour qu'il sente que, OK, oui, je vais tenter ma chance. Puis par rapport à ce manque dont tu parles pour les jurys, des candidatures de jury, tu sais, on en fait quoi? Oui, c'est une très bonne question. Ça lie très bien avec mon dernier point dans mon slide, qui est développement sectoriel. Donc, depuis aussi la COVID, on a soutenu certains organismes de contrôler et qui représentent des communautés surreprésentées, notamment des communautés racisées. Et puis, je pense qu'on est en train de bâtir ce dialogue-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on bâtisse, qu'on va créer du jour au lendemain. Je pense que c'était ma tâche depuis le début. Je pense que certaines, je ne sais pas, je vois pas, je suis en mode présentation, donc je ne vois pas qui est là, mais je suis en dialogue régulier et j'ai passé surtout au début, quand j'ai fait les consultations, j'étais sur WhatsApp, sur Facebook. Les gens me téléphonaient à la maison, on me parlait les soirs, j'ai coussiné, j'ai parlé avec des gens. Je quand même me suis imprégné beaucoup. Je connaissais, je fais partie de la communauté déjà. Je pense que oui, c'est depuis 20 ans plus qu'on est, non, Mahalia, on se connaît depuis probablement 20 ans. Écoute, mais on était des adolescents. Là. Lorsque tu as fait le premier Cuban Hat, j'étais là. Donc... Voilà. Donc, regarde, moi, je pense, je peux juste parler, c'est clair qu'il a des critères, les fonds de médias, c'est quelque chose qui est un système énorme, comme je dis, on gère 360 millions de dollars, ça fait longtemps que ça gère, on n'est pas, c'est clair qu'il a aussi une présence très importante des télévisions, donc il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu à l'intérieur, mais je trouve qu'on est dans une époque très particulière, j'insiste, il y a une ouverture, je dirais, c'est même pas une personne qui a décidé, oui, c'est clair que ça aide un peu dans un contexte du gouvernement fédéral actuel, libéral, qui a une certaine priorité sur ça, mais je pense que c'est vraiment un mélange de circonstances qui arrivent, un niveau accru d'organisation aussi des communautés. Je pense que Mahalia, tu fais partie d'une couple.
Et nous, on a intérêt à bâtir des institutions plus solides à l'extérieur de nous. Et nous, on a financé cette année-là Black Film. Et on a aidé à la création de la coalition Média, qui est un nouveau regroupement maintenant des professionnels, des personnes, des communautés sous-représentées qui n'existaient pas. C'est ça qu'une des choses qui est vraiment frappante, c'est qu'en français, on avait presque personne qui faisait un peu du lobbying ou des vraiment représentations ou qui était plus dans la veille long terme ou la veille des politiques et des choses comme ça. On n'avait pas quoi que ce soit en français. Donc ça existe maintenant. Des autres organismes comme Impact, etc. On a des organismes qui commencent à prendre forme. Puis je pense que c'est ça. Je vous dis tout de suite, en étant producteur indépendant, petit, qui est maintenant dans le système, je dis, cette pression et ce dialogue fonctionne. Là, il faut juste savoir que nous, on n'est pas en mode de bataille, on est en mode de dialogue, de conversation. Donc, moi, qu'est-ce que j'espère de tout le monde, c'est si vous avez un problème, si vous avez une idée, si vous avez quelque chose, venir nous parler, surtout si vous êtes regroupé en groupe. Je pense que c'est plus facile. C'est très difficile pour moi de parler avec une personne à la fois. Je le fais quand même tous les jours, mais quand il y a une lettre très sérieuse qui arrive d'un groupe établi, qui représente vraiment un portail, vraiment un portrait d'un groupe, d'un secteur, d'une communauté, c'est considéré quand même d'une façon différente au fond des médias. Donc, je vous encourage beaucoup à ça. Puis voilà, pour les jurys, pour revenir au jury, c'est une question que je tiens à cœur et je pense que j'y crois un peu moins. Je pense que l'avenir, dans mon intérêt, je ne contrôle pas rien. Hein, je suis vraiment dans le système, mais j'essaie de faire ma place. Mais moi, je pense que dans l'avenir, c'est derrière un système où on fait beaucoup de confiance, dans un système robuste des jurys, puis on fait confiance. Parce que c'est facile de se perdre dans les règles, les seuils, puis un pourcentage pour ci, un point pour ça, puis des restrictions qui nous empêchent à faire la création plus libre, dans le sens que créer un projet flyé qui peut-être ne fit pas dans tous les critères, mais qui même un bon projet fort qui porte sur nos sujets importants, mais qui peut être hors radar, qui est vraiment peut-être quelque chose qui n'est pas dans les critères, mais qui peut être vraiment le projet qui va faire une grande différence dans l'avenir du Canada ou du Québec. Moi, c'est pour ça que je tiens beaucoup à cœur à s'assurer qu'il y a un système de jury qui est solide, qui est vraiment réfléchi, qui est vraiment régulé, qui est transparent. Puis, écoute, je peux juste te dire qu'on va se parler à la fin de l'année, voir si on a réussi ou qu'est-ce qu'on a appris dans ce processus-là. Ouais, bon, ouais. c'est mon espoir. Ouais. Oui, non, je comprends. Écoute, ça revient au fait qu'on parle d'être à l'écoute, on parle de collaboration. Et justement, alors avec tout ça, est-ce que ça va être mesuré? Bon, parce que par le passé, j'ai déjà géré ce genre de programmes qui ont des sous pour comme 2-3 ans, mais disons qu'il n'y a pas, il n'y a pas les données. Donc, quelle est l'intention du FMC par rapport aux données qui vont ressortir de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être fait? Et oui, en fait, est-ce qu'on fait, peut-être on pourrait faire un écran. J'ai le mot de Jenny que je dois rappeler bientôt. On va finir? Oui, parce qu'on est presque fini. Non, on a encore quelques minutes, mais tu peux arrêter le partage d'écran. OK. Avant de finir, excuse-moi les couleurs, c'est la première fois que je joue avec notre nouvelle gamme de couleurs. Je trouve que c'est assez intense. Mais je veux juste partager. Je match avec ton fuchsia. Ça fit parfaitement, moi un peu moins, mais voici mon courriel. Et donc, c'est ça, je suis là pour ça. Donc, si vous avez des idées, des commentaires, d'autres questions, oui. On peut partager aussi sur Jenny ou Stéphanie, vous pouvez le partager aussi dans le chat, mais je vais montrer ça pour fermer puis voir un peu plus les visages des gens pour finir, OK? Oui, ben merci Diego. OK, donc voilà, je suis de retour. Oui, et voilà, Stéphanie a partagé avec vous dans le chat l'adresse courriel de Diego. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques par rapport à vos projets, par rapport au programme dont il nous a parlé, allez-y. OK, donc peut-être je vais finir avec ta dernière question. Je pense que c'est très pertinente. Donc, les données, comme je dis, c'est la première chose que j'ai trouvée à mon premier jour au boulot. Boulot, c'est ici, chez moi,
mon bureau à la maison. Et c'était ma question, OK, donne-moi les données. Puis on n'avait aucune donnée. Donc, c'est essentiel. Le plus que je suis là, le plus que je me suis rendu compte que c'est sans données, on est vraiment aveugle du problème. Puis les données c'est un problème. C'est en fait un des symptômes d'un racisme implicite, d'un racisme invisible. Parce que, toi, on ne se pose pas la question. Toi, souvent, les défis plus graves que je trouvais disons, dans le racisme systémique jusqu'à date, dans le système qu'on vit actuellement, c'est un peu ça. C'est un peu l'invisibilité de certains enjeux. Toi. Donc, c'est non, on ne savait pas, on n'avait pas posé la question. C'est qu'en 2020, vous n'avez jamais posé la question. Tu vois, on est quand même, on est quand même un peu en retard. Et on n'a aucune idée aussi sur nos publics. Tu vois, beaucoup de la discussion aussi, est-ce que notre public, la diversité de notre public, les Canadiens entiers, on est vraiment aveugle de la consommation de notre public. Et puis de nos créateurs, donc basiquement, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux, est-ce que vraiment, c'est clair qu'on entend beaucoup d'histoires, oui, les gens qui se plaignent, et on se plaint depuis longtemps, mais c'est pas assez, parce qu'on dit oui, se plaignent, mais sans base, on ne va pas convaincre personne avec ça. Donc, on a commencé, donc cette étude-là qu'on a fait avec Ipsos, c'est comme la base pour nous, c'est vraiment une étude approfondie, c'est vraiment beaucoup de questions, ça prenait environ 30 minutes à répondre, donc je remercie ceux qui sont ici, qui ont répondu, parce que c'était quand même un défi. Mais maintenant, on a un bassin énorme d'informations, que moi, c'est ça. Oui. À mesure que je suis là, puis on va lancer les nouveaux programmes, ces questions-là, puis le suivi des données va continuer jusqu'à la fin. Oui. Donc, ce n'est qu'un début, hein, Diego? Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est un début. On commence par le commencement et puis certainement par l'entremise d'XN Québec, on va continuer à partager l'information avec les membres des industries créatives. Donc, écoute, merci beaucoup, Diego. Encore une fois, vous pouvez rentrer en contact directement avec Diego par rapport au programme dont il nous a parlé. Merci Diego, merci Myriam, merci Jenny, merci Stéphanie, merci à mes collègues du comité équité et inclusion d'XN Québec et puis merci à vous tous d'avoir passé votre heure du dîner avec nous. J'espère que ça a bien nourri vos esprits et à la prochaine. Alors, restez en contact, restez à l'affût, suivez XN Québec sur toutes ces plateformes et encore une fois, merci et à la prochaine.